Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'ai très longtemps hésité sur la manière de vous la présenter, comment j'allais faire le montage. Est-ce que j'allais simplement le transcrire pour le blog? Il s'agit donc de l'interview d'Estelle Faye que nous avons réalisée lors des Imaginales cette année. Ça date un peu, je vous l'avoue, je vous la mets très tard. J'attendais d'avoir fini le livre, de vous en avoir donné mon avis, pour pouvoir vous poster suite à ça l'interview. Comme vous avez pu le voir, j'ai énormément bafouillé pour vous donner mon avis sur ce livre. Tout simplement parce que j'ai lu ce livre au mois de mai, je l'ai fini, je l'ai lu fin mai, je l'ai fini début juin. J'ai perdu mon carnet de notes, j'en garde un énorme souvenir, mais plus tant que ça au niveau des prénoms. Et je sais très bien que si je le relis, je vais faire « Ah mais oui, je suis bête, comment j'ai pu oublier ça ?» Voilà, tout simplement, je suis vraiment désolée Estelle, j'ai cafouillé pas possible concernant mon avis sur ce livre. Donc du coup je pense que ça ne représente pas vraiment mon avis, enfin même la plupart des avis que j'ai pu vous poster, c'est toujours ma hantise, c'est de pouvoir les faire. Une chose est sûre, c'est que l'an prochain, je n'attendrai pas d'avoir eu tous les livres pour vous les filmer en une fois. Je pense que l'an prochain, je ferai au fur et à mesure, tout simplement. Même si je les poste qu'à la fin, si je lis un livre en janvier, même si je le poste en septembre, je ferai la vidéo en janvier. Je pense que je n'attendrai pas comme je l'ai fait là maintenant. Puisque pour certains, ils ont été lus en novembre, décembre l'année dernière, en août. C'est un peu difficile. Voilà. Je vous l'avoue. J'ai peut-être une bonne mémoire, mais je vieillis un peu quand même, hein, donc c'est un peu difficile de tout retenir quand même. Du coup, pour cette interview, je vais vous la mettre tout simplement coulée de source. Alors, nous avions choisi un endroit magnifique pour faire l'interview. C'était un arbre, un saule pleureur. On avait prévu de se mettre en dessous de cet arbre. En plus, il y avait des décors mais magnifiques qui avaient été créés par des enfants. Hélas, le jour-là, justement, il y avait beaucoup de monde à cet endroit-là. Du coup, nous avons un petit peu emprunté la tente des joueurs de Quidditch. Il y avait personne, il y avait une table, des bancs, on en a profité. Dans ma hâte, j'ai laissé mon trépied dans la voiture pour éviter un aller-retour. Voilà, ça a été du bricolage, poser l'appareil sur le sac. Enfin, je vous dis pas le truc pas possible comme ça a été. Bref, je vous avais fait une petite présentation une fois que nous avions fini l'interview. Je m'étais mis moi face caméra pour faire une petite présentation avec si possible une capture d'écran pour éventuellement quand je parlais d'une certaine manière, voilà, que ça fasse un petit échange. Seulement ça s'est raté là, donc vous n'avez pas ma tête en entier, j'ai pas réussi à cadrer comme il faut. Puisque bien entendu l'appareil avec lequel je filme qui a un retour caméra, je suis partie, j'ai oublié les batteries. Donc j'ai pris l'autre appareil avec lequel je ne fais normalement que des photos. Je vous dis pas, ça a été une aventure, mais une aventure que personnellement je n'oublierai jamais. Je remercie aussi également énormément Estelle pour sa patience. Déjà toutes les deux nous avons dû déplacer plusieurs fois l'interview. Et puis je n'arrivais plus sur mon téléphone à me reconnecter au questionnaire que j'avais prévu. Donc le temps qu'on arrive à se connecter, que je vous rassure, on a réussi, ça a été zen, ça a été fait. Donc je vais vous mettre tout simplement Estelle qui parle et à la rigueur je vous mettrai, vous savez la petite capture d'écran Angoon, voilà ma petite vignette, ma petite tronche, quand moi je parle, histoire que vous ayez une petite différence quand on passe d'une question à une autre. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage en compagnie d'Estelle et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc bonjour, je m'appelle Estelle Faye, je suis auteure de fantasy, science-fiction, fantastique. Ça c'est mon dernier roman en date, Les Seigneurs de Bohème, c'est le petit roman qui est pas petit. C'est un an qui voit la fin d'un empire, dans une ambiance tournant Moyen-Âge Renaissance, dans une ambiance aussi très Europe de l'Est, contes et mythologie slave, et avec des héros qui
sortent un peu des canons du genre, on va dire, et qui font la révolution. Voilà. Et là, on est aux Imaginales et j'adore ce film. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier aux Imaginales? Les Imaginales, déjà, c'est le festival où je suis vraiment devenue auteure. La première fois où je suis venue ici, en fait, j'étais l'auteur deux nouvelles, dont une qui avait été publiée dans une anthologie Dragon, dans une collection qui a tenu 6 mois, donc c'était pas la super gloire. Et la première fois que je suis venue, je connaissais une seule personne, qui était un libraire parisien qui venait donner un coup de main sur le stand du Bélial, à un petit éditeur. Et il m'a dit, il y a Xavier Mauméjean qui a lu ta nouvelle et qui veut te parler. Donc Xavier Mauméjean, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un très grand auteur. Il était aussi directeur de collection et il avait aimé ma nouvelle. Et on a commencé à parler d'un roman ici, sous la bulle du livre. Et c'est devenu Porcelaine et c'est devenu mon premier roman. Avez-vous des habitudes pour écrire? Des petits tics, des petites habitudes? J'écris beaucoup la nuit. J'écris beaucoup en buvant des boissons chaudes. Là, j'essaye de limiter un peu le café parce qu'il paraît qu'à partir de 3 litres par jour, c'est pas génial. Donc, j'essaye de me mettre au thé et au rooibos. C'est très difficile, je souffre beaucoup. Voilà, j'écris la nuit aussi parce que je trouve que la nuit, c'est plus facile de se mettre dans sa bulle, en fait, de ne pas être dérangé par le monde extérieur, de vraiment plonger dans ses propres mondes. Et aussi, je m'inspire beaucoup de documentation, donc je fais beaucoup de documentation avant d'écrire. Je prends des tonnes de notes au brouillon. Je fais des plans, des synopsis très détaillés et ensuite, quand je me mets à rédiger l'histoire, je les suis absolument pas. Donc quand je me mets à rédiger l'histoire, je suis absolument pas mes synopsis parce que là, l'histoire, elle m'amène souvent ailleurs en fait. Voilà, je prépare beaucoup mon écriture en amont pour pouvoir beaucoup improviser ensuite. Pour vraiment connaître bien mon monde et c'est ça qui me permet de suivre des directions différentes après. Est-ce que vous écrivez sous un pseudo ou sous votre vrai nom? Non, on m'a souvent posé la question, est-ce que c'est un pseudo? En fait, c'est juste mon nom. Voilà, alors j'avais un pseudo en jeu de rôle, donc je m'appelais Orgorg le Gros Barbare. Mais c'était il y a longtemps, voilà, enfin, j'étais au collège. Et vous aviez toujours écrit ou c'est vraiment récent ou toujours écrit? En fait, j'ai toujours raconté des histoires. Enfin, très vite parce que j'avais un petit frère. J'ai toujours un petit frère, sauf que maintenant il est plus grand que moi. Et quand on était petit, on voyageait beaucoup avec nos parents, on voyageait beaucoup en train, en avion, et pendant les trajets, Emeric, le dit petit frère, aimait beaucoup que je lui raconte des histoires. Donc j'ai commencé par lui raconter toutes les histoires que je connaissais. Et puis ensuite, comme je les avais toutes racontées, j'ai commencé à en inventer. Et il a beaucoup aimé les histoires que j'ai inventées. Il me donnait des petits coups de pied dans les jambes, mais super mignons, pour que je continue. Pas des coups de pied méchants, je précise. Et puis, comme je les inventais au fur et à mesure, par exemple, quand il y avait un héros qui lui plaisait bien, j'en faisais un peu plus sur lui, vivais un peu plus d'aventures et tout. Et mes potes ont accroché aussi, donc j'ai commencé à raconter des histoires pour eux. Après, je me suis mis à faire du théâtre. Pour moi, c'était une manière de raconter des histoires encore. J'ai fait une école de scénario. Et le roman, c'est arrivé un peu plus tard. Parce qu'au départ, j'avais cette idée qu'écrire du roman, c'était un truc super solitaire. Et je suis pas vraiment une grande solitaire, donc le côté, l'auteur qui s'enferme dans son bureau des heures pour écrire, ça me semblait inatteignable. Et déjà, je me suis rendu compte que c'était souvent pas ça, qu'on avait toute une équipe autour de nous, des bêta-lecteurs, des éditeurs. J'ai des super éditeurs. Voilà. Et puis qu'on rencontrait plein de lecteurs en festival, qu'il y avait les blogueurs, les blogueuses, enfin toute une galaxie de gens en fait avec qui on parlait littérature, grâce à qui on grandissait aussi. Et j'adore écrire maintenant, je trouve que ça donne une liberté et qu'en plus, dans le monde de la littérature de l'imaginaire, il y a un paysage qui est hyper sympathique. Il y a vraiment des gens qui sont enthousiastes, qui sont motivés, qui sont là pour les bonnes raisons, c'est-à-dire parce qu'ils sont passionnés par les livres. Donc voilà, je suis très contente d'être auteur maintenant. Et dès le départ, quand vous avez commencé à écrire, vous vouliez être publié et être auteur ou c'est venu comme ça? Toujours j'ai raconté des histoires pour d'autres gens, ça c'était vraiment un truc, c'était de partager mes histoires. Après, la première publication, il y a donc 2 nouvelles que j'ai envoyées à des appels à texte et qui ont été prises, mais mon premier roman, Porcelaine, c'est vraiment venu de cette rencontre avec Xavier Mauméjean. Et quand je l'ai écrit, en fait, j'ai écrit en me disant que je pouvais déjà l'envoyer à Xavier et que si ça lui plaisait, lui pouvait le publier dans sa collection. C'était déjà un peu à l'arrière-plan, c'était pas gagné d'avance, mais c'était déjà une possibilité vraiment très réelle en fait. J'ai pas vraiment le parcours type de l'auteur qui a envoyé des manuscrits pendant 10 ans dans des maisons d'édition, donc il y en a une capsec. J'ai un peu un parcours particulier, en même temps je pense qu'on est plein à avoir des parcours particuliers aussi. Et en parlant de bêta-lecteurs, vous avez toujours les mêmes bêta-lecteurs depuis le début ou ça change un peu de livre en livre? Alors j'ai toujours la même équipe de base, donc mon bêta-lecteur principal c'est Jérôme, il est très méchant. Il est hyper exigeant, et puis on s'entend très bien. On fait des réunions de bêta-lecture dans un café qui est un peu notre quartier général.
qui s'appelle le bistrot numéro 1, enfin voilà, c'est sur Paris, et qui a l'avantage d'être un café très calme où il y a juste un peu de musique douce, donc on s'entend parler. Après, il y a aussi Suzanne qui m'aide beaucoup pour tout ce qui est cohérence d'univers, c'est une scientifique. Donc quand j'écris de la SF, elle est ma conseillère scientifique. Quand j'écris de la fantasy, elle fait vraiment attention à ce que tout soit cohérent. Et il y a Fabien qui est mon copain, qui lui est vraiment mon conseiller en mythologie parce qu'il a lu beaucoup d'ouvrages de mythologie. C'est aussi un grand passionné de Lovecraft. Et il est très très fort pour vraiment tout ce qui est les détails de construction d'un univers, il m'aide beaucoup. Et donc j'en change pas parce qu'ils sont cool. C'est le principal. Voilà. Et efficace, enfin j'espère, mais ça c'est au lecteur d'en juger. Et vous préférez la phase d'écriture brute ou la phase de réécriture-correction après les retours des bêta-lecteurs? Bah en fait, moi je fais lire mes chapitres au fur et à mesure, donc j'ai l'impression d'être un peu tout le temps dans les deux. C'est-à-dire que j'écris, je corrige, j'écris, mon manuscrit il bouge tout le temps, j'écris pas un premier jet que je corrige, mais je passe mon temps en fait à corriger. Donc, et puis plus j'avance dans mes chapitres, plus je reprends ceux du début. Pour moi c'est vraiment un gros work in progress quoi, tout le temps. Donc il n'y a pas deux phases, j'ai une phase d'écriture qui est très chaotique. Et puis à la fin tout à coup paf, le roman il est là, il existe, il y a un peu un côté magique en fait, parce que c'est du gros chaos que devient mon bureau aussi, où il y a des carnets qui s'entassent partout. Tout à coup sort un roman où toutes les histoires tiennent sur leurs pattes, enfin j'espère. Et de toute manière, si elles sont pas cohérentes, Suzanne me les laisse pas sortir. Est-ce que vous avez des auteurs qui vous ont inspiré? Alors, en fantasy, en fait, moi les auteurs qui m'ont vraiment inspiré, qui ont fait que j'aime le genre, c'est les auteurs français. C'est pas forcément encore le plus courant de nos jours, on a tendance à citer Tolkien, Robin Hobb, qui sont des très très grands auteurs, et que j'aime beaucoup aussi. Mais moi vraiment, mes auteurs de base, mais ceux qui m'ont fait aimer le genre, c'est déjà Mathieu Gabory avec Chronique des Crépusculaires, je sais pas si vous connaissez. Non. Il est sous la bulle du livre pour nos imaginales et il faut y aller. J'irai le voir alors. Chronique des Crépusculaires, quand il est arrivé, c'était la fin des années 1990. Il y avait très peu de fantaisie écrite par des Français. Puis tout à coup, il y a un petit groupe d'auteurs qui arrivaient ensemble avec Mathieu Gabory au premier plan et qui faisait Chronique des Crépusculaires, qui était à la fois de la vraie fantaisie avec tout ce qu'on aime dedans et en même temps qui avait une patte différente, qui étaient des univers très étranges avec des personnages très forts, très incarnés et très humains en même temps. Et je me suis dit, waouh, on peut faire ça avec la fantaisie et en plus on peut faire ça en France. Et c'était juste un peu une révélation quoi. Et ça fait partie vraiment des romans qui m'ont énormément marqué. Et aussi un auteur dont je suis très très fan et parfois on dit qu'on trouve vraiment son influence dans mes romans et pour moi c'est un super compliment. Pareil, c'est un auteur français qui s'appelle Francis Berthelot, qui est vraiment 2 générations avant et qui déjà faisait par exemple des genres où il restait pas forcément dans les cases du genre. Déjà il les dépassait, déjà il faisait avant tout des super bons personnages. Et il était très en avance sur son époque, donc il a eu un parcours éditorial un peu difficile, mais maintenant on le redécouvre de plus en plus. Lisez Francis Berthelot, c'est super bien. Et du coup, quel est votre roman préféré entre ces auteurs que vous venez de parler? Là, ça va être difficile d'en citer un. Francis Berthelot a écrit Hades Palace, qui parle de théâtre, et qui en parle très bien. Et le théâtre, c'était mon premier métier, donc j'étais comédienne, j'étais metteur en scène. Je dirigeais ma troupe de théâtre, et donc Hades Palace, j'ai peut-être une petite tendresse particulière pour ce roman-là. Est-ce que vous avez déjà des livres qui sont à moitié finis, que vous avez en réserve, que vous avez commencé à écrire, ou vous en écrivez un en entier, ou vous en écrivez plusieurs en même temps? Je travaille toujours sur plusieurs romans en même temps. En gros, il y en a un que je suis en train vraiment de rédiger, qui est mon projet principal du moment. Et puis d'autres qui sont soit en cours de correction, d'autres auxquels je suis en train de réfléchir aussi. Voilà, donc j'ai toujours plusieurs projets en cours à différents stades d'achèvement. Vous avez des prochaines sorties littéraires qui sont prévues et chez quels éditeurs? Alors là, cette année, je fais mes premières sorties de petite jeunesse, pour en gros à partir de 7 ou 9 ans, donc il y en a une qui est prévue à l'automne. Je suis en correction d'un space opéra pour Scrinéo. Dès que j'en sais plus, pareil, voilà, je mettrai tout le monde au courant. Et surtout, mon gros boulot du moment, c'était pas du tout prévu. J'écris un 2e roman dans l'univers des Seigneurs de Bohème, alors qu'à la base, c'était vraiment une histoire seule. Mais c'est mon roman qui a eu le meilleur démarrage. Les lecteurs ont vraiment beaucoup accroché à l'univers. Merci beaucoup, lecteurs, vous êtes cool. Et donc, très vite, ils m'ont dit on aimerait voir vivre plus cet univers, vivre plus les personnages. Donc, même si là, l'histoire, elle est complète, je le promets, on en fait un autre avec Critique qui se passe 15 ans après. Parce que j'allais vous demander justement s'il y avait un autre tome, puisqu'à la fin, je crois, si je me souviens, il y a un premier chapitre. Non, en fait, à la fin, c'est les premiers chapitres du livre de Lionel Davoust, qui est très bien aussi. D'accord. Parce que c'est chez Critique, quand on achète un livre, on a des bouts de chapitres d'autres livres de Critique pour découvrir un peu tout ça. J'ai pas eu le temps de finir le livre, je précise.
Est-ce que vous faites des recherches pour vos livres? Quel genre de recherche? Combien de temps consacrez-vous à la recherche avant d'écrire un livre ou pendant l'écriture du livre? Alors je fais énormément de recherches déjà parce que j'adore ça. J'adore lire des documentaires, courir les expos, j'essaye de voyager aussi dans les lieux de mes romans chaque fois que c'est possible. C'est-à-dire chaque fois que c'est dans un coin qui est pas trop dangereux, quoi. Là par exemple, c'est beaucoup inspiré donc de l'Europe centrale et notamment il y a des grandes mines en fait de Katowice et qui sont un peu inspirées de grandes mines de sel que j'avais pu visiter en Pologne, dans lesquelles il y a des endroits où on a l'impression limite qu'il y a des sortes de mini-villages à l'intérieur, vraiment des tunnels de mines par exemple. Enfin, c'est un monde assez particulier et c'est une des inspirations des grandes mines de lyrium des seigneurs de Bohême. J'aime bien aussi me rendre compte concrètement des choses. Là par exemple pour Bohême, il y a un personnage qui manie une rapière, c'est Sainte-Étoile, l'escrimeur avec un monstre dans sa tête, qui est pas quelqu'un de très équilibré, je pense. J'aime bien ce personnage, moi. Mais je l'aime beaucoup, j'aime bien mes personnages déséquilibrés. Et pour Sainte-Étoile, j'ai fait 2 ans de rapière ancienne pour vraiment essayer de ressentir un peu ce que c'était d'avoir une rapière en main, de voir comment on réagissait avec. Même si Sainte-Étoile, il a 20 ans d'expérience, voilà, moi j'ai 2 ans de rapière derrière moi, mais c'est ça, j'aime bien me rendre compte concrètement des choses. Je trouve qu'en fait, tous ces détails-là, c'est ce qui rend le monde concret. Et le lecteur ne doit pas voir ce travail-là du tout, parce que sinon c'est loupé, quoi. C'est comme la danse classique, je veux dire, on fait plein d'efforts pour que ça se voit pas. Mais par contre, le lecteur sent ce travail. Il sent que derrière, il y a un vrai univers qui existe, qui est construit, que c'est pas juste l'auteur qui a acheté 3 mots sur une page, mais qu'en fait, derrière, il y en a beaucoup plus que ce qui transparaît dans le livre. En fait, pour moi, un univers, c'est un peu comme un iceberg. On voit juste le côté immergé d'un très grand monde, mais l'auteur sait beaucoup plus de choses sur son monde. Et ça, c'est vraiment essentiel pour que le roman il ait une profondeur, une ampleur. Et qu'est-ce que vous écrivez aussi bien des personnages masculins que féminins, et souvent les deux dans les mêmes livres? Qu'est-ce qui est le plus difficile à propos de l'écriture de ces personnages entre les différents sexes opposés? Pour moi, en fait, personnages d'hommes et de femmes, surtout là où j'en suis dans les Seigneurs de Bohême, j'aime autant écrire les deux, c'est avant tout des personnages. Voire même pour certains de mes personnages, comme Chet dans Un éclat de givre, le fait que ça soit un homme, c'est pas ce qui apparaît en premier, et c'est pas forcément ce qui est le plus essentiel dans son identité. Par contre, après, lors de la réception, la manière dont les lecteurs reçoivent les livres, là, il y a des différences pour certains lecteurs. Par exemple, dans Bohême, j'ai un personnage masculin qui est vraiment très beau. C'est celui dans le roman qui a la plus grande beauté, et normalement, ça c'est quelque chose qui est plutôt réservé aux femmes. Il a aussi un parcours qui est souvent un parcours qu'ont les femmes, c'est-à-dire en gros le parcours de la jeune ingénue innocente qui va être salie et broyée par le monde cruel avant de se relever. Et ça, c'est un parcours de femme, normalement. Enfin, traditionnellement. Et il y a des lecteurs, notamment masculins, qui ont dit « Ah, mais quand même, lui, c'est pas un parcours d'homme qu'il a, il est trop beau pour un homme, il est trop ceci pour un homme. » Alors que non, c'est juste... oui, c'est un personnage d'homme qui sort des cases qu'on met d'habitude aux personnages d'hommes. Et comment sélectionnez-vous, choisissez-vous les noms de vos personnages? Est-ce qu'ils viennent comme ça ou vous les choisissez avant d'écrire l'histoire? C'est un peu des deux en fait. Il y a des personnages dont les noms m'arrivent tout de suite. Sainte-Étoile, l'escrimeur, j'ai toujours su qu'il s'appelait Sainte-Étoile. En même temps, il a une cicatrice en étoile au milieu du crâne, donc c'est un peu cohérent. Après, mes noms, souvent ils signifient quelque chose. Dans Bohême, par exemple, il y a Sorel qui s'appelle Ababain. Et c'est un mot gaélique irlandais qui veut dire au bord du fleuve. Parce qu'il est né dans le delta du fleuve. Du grand fleuve. Il y a plein de fleuves, mais il y en a un, c'est vraiment le grand fleuve de Bohême. Et dans son delta, c'est carrément un pays en tant que tel, ce delta. Et Sorel, c'est né là-bas. Il y a des noms qui aussi disent quelque chose sur les personnages. Par exemple, dans Porcelaine, mon premier roman, il y a une héroïne qui s'appelle Limeil. Et en fait, Limeil, ça veut dire la tisserande. Et effectivement, c'est une couturière et une tisserande, mon héroïne. Voilà, c'est des petites choses comme ça, en fait. Et si vous pouviez être un personnage de votre livre, de vos histoires, vous seriez lequel? Joker. Voilà. Tous à la fois. Alors, juste un truc, pour Limeil, en fait, on ose imaginer, je suis super crevée. Il me semble que c'était la tisserande, mais c'est quand même à vérifier. Mais en tout cas, sur le moment, ça avait vraiment rapport avec le personnage. Voilà, donc Joker, je sais pas si vous pourrez couper ou pas. Voilà, mais en tout cas, oui, donc les personnages que j'aimerais être dans mes histoires. Et alors ça, en fait, je sais pas, c'est surtout... Il y a une controverse dans mon entourage entre mes amis. Par rapport à Bohême, il y en a qui trouvent que je suis Maëve, celle qui rêve d'horizon dans Bohême, parce que voilà, j'adore voyager, je rêve énormément d'océans. Et il y en a d'autres qui trouvent que je ressemble beaucoup à Sainte-Étoile, donc l'escrimeur errant qui parle à un monstre dans sa tête. Parce que comme lui, j'ai un rythme de vie pas super sain, puisque je dors très peu.
j'écris la nuit, tout ça. Et surtout, ils se disent, en fait, la voix que Sainte-Étoile entend dans la tête, c'est un peu comme la voix que moi je dois entendre dans ma tête quand j'ai toutes les histoires que je raconte sous mon crâne. Voilà, donc j'ai des amis très gentils qui me comparent à un personnage un peu psychopathe et qui parle à un monstre, mais j'aime bien. Et est-ce que vous cachez dans vos livres des secrets que seules quelques petites personnes trouveront? Plutôt dans mes livres, il y a parfois des petites références, des petits cadeaux à certains lecteurs importants, à certains amis qui ont un peu aidé lors de l'écriture du livre. Par exemple, Jérôme, mon bêta lecteur, a fait beaucoup de sports de combat, ce qui fait qu'il a de très mauvais genoux, il a beaucoup de problèmes de genoux. Donc très souvent, je casse les genoux d'un personnage ou deux, c'est en son honneur. Oui, c'est un peu Goras comme petit. Certains, c'est des références à d'autres passages dans d'autres livres ou une fois, par exemple, c'était sur un éclat de givre avec un autre auteur qui est un spécialiste de zombies. Il m'avait donné un petit challenge, c'était de mettre une référence aux zombies dans le roman qui est hyper discrète, par exemple. Voilà. Il y a des petits trucs comme ça. Et est-ce que vous avez une scène qui a été plus difficile à écrire que d'autres, particulièrement dans Les Seigneurs de Bohême? Alors dans Les Seigneurs de Bohême, il y a une scène qui était très difficile à écrire. C'est la première fois qu'elle m'a posé autant de problèmes. Pourtant, je savais ce qu'il y avait dedans, mais en fait, c'est une scène où on voit mourir un personnage. Évidemment, je vais pas dire lequel. Voilà, pas de spoiler. Mais c'est un personnage que j'aime beaucoup, que aussi les lecteurs aiment beaucoup en général. Et je voulais vraiment pas qu'il meure, mais en même temps, vu tout ce qu'il arrive dans le roman, vu là où il se trouve dans le roman, il peut pas faire autrement. C'est juste pas possible qu'il reste en vie. Et j'ai reculé vraiment le moment d'écrire cette scène autant que j'ai pu. Donc quand j'ai écrit, c'était à la fin de la nuit, c'était l'été en plus, donc les nuits c'était super courte, on était à l'aube et là il fallait vraiment que j'y aille. Donc j'ai écrit cette scène dans un état vraiment second. Mon copain, lui, qui avait des horaires normaux, il se levait pour qu'on prenne le petit déjeuner ensemble, c'était vachement romantique. Et là il m'a vu, mais voilà, j'avais les larmes aux yeux et tout, et puis je lui ai dit, j'ai tué Bip, quoi. Et sur le moment, il m'a regardé un peu bizarrement, mais bon, maintenant, je veux dire, on était ensemble avant que je sois auteur, donc il a un peu l'habitude. Et j'ai mis quand même, enfin après, j'ai pas réussi à dormir pendant quasiment 24 heures. Et j'ai pas réussi à écrire non plus pendant quasiment 24 heures. Fallait vraiment que je m'en remette, quoi. Et c'était la première fois que ça me faisait ça. Que vous écrivez tous les jours, toutes les nuits? Combien d'heures à peu près par... Il y a des auteurs qui sont super organisés et tout, qui écrivent tant de mots par jour ou tant de signes par jour, et je les envie énormément. Je les admire beaucoup, plutôt parce que moi, finalement, j'ai trouvé mon rythme. Mais j'ai pas d'organisation. C'est juste, j'écris dès que je peux. Et j'écris jusqu'à ce que soit je sois vraiment trop fatiguée et que je tombe sur mon ordinateur, soit que j'ai une obligation extérieure qui me pousse à m'arrêter. Et après, quand j'ai fini un roman, par moment, je vais prendre une semaine pour aller ailleurs, pour voir le monde, ou pour juste lire des livres, voir des films, quelque part renouveler un peu mon cerveau en fait. Et voilà, c'est ça, tant que je peux écrire, j'écris, et puis quand je suis crevée, je fais autre chose. Et là, vous parlez du coup d'écrire sur l'ordinateur. Vous écrivez que sur l'ordinateur ou aussi sur papier des petits jets avant? Non, je prends beaucoup de notes au brouillon. Je remplis des tonnes et des tonnes de cahiers de brouillon qui s'entassent dans mon bureau, qui déjà n'a pas besoin de ça pour être en désordre. Et après, par contre, quand je rédige à l'ordinateur, parce que ça me permet d'avoir une vue plus claire en fait du rythme du livre. Pour moi, j'en fais pas du tout un idéal, mais c'est vraiment ça. Du coup, vous aviez parlé donc de votre compagnon qui vous soutient, de vos amis. Vous avez à peu près le soutien de toute votre famille dans votre carrière d'écrivain, du coup? En tout cas, j'ai un entourage proche qui me soutient vraiment beaucoup. Certains ont trouvé ça un peu bizarre au début. Ça a fait un peu peur à certains de mes proches aussi, que ça prenne autant de place. Mais globalement, oui, j'ai un entourage qui me soutient beaucoup et c'est vraiment très précieux. Je sais que j'ai beaucoup de chance là-dessus. Et quelle est la partie la plus difficile dans le processus artistique? La création, l'écriture, la correction? Alors la plus difficile pour moi, c'est la toute fin des corrections, quand vraiment j'arrive au bout de l'énergie du roman et qu'il y a juste des tout petits micro-chouïas qu'il faut changer et on sait qu'ils sont là et on sait que pour que ça soit parfait, il faut corriger ces micro-chouïas, mais il y a déjà une partie de ma tête qui aimerait aller ailleurs et en même temps je sais que voilà, il faut quand même faire ce travail de micro-finition, mais la micro-finition c'est... Ouais, là, je commence à être vraiment épuisée physiquement et psychologiquement en général quand j'y arrive. Donc je la fais, mais parfois c'est dur. Et par rapport au Seigneur de Bohême, à quelle époque, si ça devait se dérouler dans notre monde à nous, à quelle époque ça se situe? Puisqu'il y a l'air d'y avoir l'invention de la machine à écrire, de l'impression, des pistolets sans mèche.
Ce serait à peu près... C'est vraiment le début de la Renaissance, en gros, en fait. C'est le tournant entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Parce que j'aime beaucoup les périodes où on voit changer le monde. C'est des périodes qui déjà sont super pour y mettre des histoires et elles disent quelque chose souvent sur l'humanité, les changements de civilisation. Donc là, voilà, c'est vraiment ce changement-là. Et pour la zone géographique, c'est beaucoup l'Europe centrale, l'Europe de l'Est. Après, si vous connaissez rien à la Renaissance ou à l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, c'est avant tout de la fantaisie quand même. Hein. Voilà, ça c'est très bien. Enfin, j'espère. Et du coup, donc, le livre Les Seigneurs de Bohême fait partie des 7 finalistes du PLIP, du prix littéraire de l'imaginaire Booktuber Apps 2018. Est-ce que vous aviez déjà connaissance de ce prix avant de savoir que vous étiez dans les finalistes? Comment avez-vous pris l'annonce de ce prix J'en avais entendu parler avant, donc, parce que même si j'ai pas beaucoup de temps, j'essaye de suivre un peu tout ce qui se passe sur Internet, sur les réseaux sociaux. Quand même en fantasy, surtout quand on est des auteurs français, on n'a pas beaucoup de presse dans les grands médias, la télé n'en parlons même pas, et c'est vraiment les lecteurs qui en parlent sur Internet, donc voilà, les booktubeurs, les blogueurs, c'est eux en fait, c'est vous quoi, qui vraiment faites vivre nos livres, qui leur donnez une caisse de résonance, qui dites un peu au monde et aux lecteurs plus généralement qu'on existe, et en plus avec beaucoup de passion, beaucoup d'enthousiasme derrière, donc ça c'est vraiment très précieux. Donc voilà, comme je suivais un peu cette actualité-là, j'en ai entendu parler et forcément être dans la liste finale, ça fait hyper plaisir. Et vous allez souvent lire les critiques quand les gens vous les envoient? Vous les cherchez pour vos livres sur... Alors, je cherche pas vraiment les critiques de mes livres, déjà parce que j'ai un peu de mal et je pense que c'est pas forcément le rôle d'un écrivain. Par contre, je lis toujours quand on me les envoie et quand il y a des critiques qui viennent me parler, j'aime beaucoup parler avec les critiques pour avoir des discussions. Ça me permet vraiment de faire avancer mes livres. Après, je vais plus souvent lire en fait les critiques de livres de d'autres auteurs pour juste moi me tenir au courant de ce qui sort et puis ça me donne envie de lire. Voilà, je suis avant tout une lectrice quand même avant d'être une auteure. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et en tant que lectrice, j'aime bien me renseigner sur les livres, voir ce qu'en disent justement les critiques sur Internet et tout. Et voilà. À propos du prix littéraire de l'imaginaire, si vous voulez vous l'afficher. Oh, merci beaucoup. Petit badge sur le clip. Alors. Donc le logo, c'est Céline de l'application, Céline et Yannick de l'application Booktuber Apps qui a créé le logo. Et ben voilà, donc merci beaucoup. Merci à vous. Et ben merci à vous et puis merci pour cette interview et surtout merci de faire vivre les livres parce que finalement, bien sûr, par moments on dit on aimerait bien que la presse normale un peu parle de nous, enfin la presse grand média, mais quand même le plus beau cadeau pour un auteur, c'est quand c'est avant tout des lecteurs passionnés qui font vivre les livres et qui transmettent leur passion aux autres. C'est le meilleur moyen de faire découvrir un univers. Donc merci de faire ça. Merci à vous. Salut. Eh ben super. Allez, courage, Google, Google, Google. Je veux mon drive à moi. C'est pas Aria. Pourquoi il me met photo? Ah bah ça c'est le problème des imaginaires, c'est qu'on prend plein de belles photos. J'en ai pas vraiment fait. Ou de moches photos aussi dans certains cas. Par exemple des photos des auteurs avec des cafés, je dis ça, je dis bien, spécial dédicace à ceux qui font des photos de café. Il paraît qu'il y a des photos de Stéphane Plateau avec un hippopotame en vieux cuir qui tourne depuis une certaine soirée des Imaginales il y a 3 ans. Ah ouais. Il y a du dossier. Voilà. J'ai le C'est une sorte de légende urbaine.